Salut à tous! Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sûrement dans le titre, on va parler de Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chante. Et je vais essayer de me rappeler et de vous raconter tous les détails ou même les grosses choses qui se passent dans le livre et qui sont pas adaptées au cinéma. Donc que si vous avez vu que le film, et ben vous ne savez pas encore. J'ai lu le livre il y a quelques mois et la semaine dernière j'ai eu la chance d'aller voir l'adaptation au cinéma. Et en tant que grande fan de cette saga, je suis trop contente de vous parler de ça. Avant de commencer, je veux juste dire que si vous avez ni lu le livre ni vu le film, je pense que c'est pas une très bonne vidéo à regarder parce que ce sera que des spoils en fait. Je vais spoiler du début à la fin, donc je vous invite à aller sur une autre vidéo si c'est le cas, que je ne vous gâche pas l'expérience. Et maintenant, pour ceux qui sont prêts, plongeons dans ce gros livre. Donc ce livre est un roman écrit par Suzanne Collins et il s'agit d'un préquel de la trilogie Hunger Games. C'est un roman qui se déroule environ 60 ans, un peu plus de 60 ans avant la trilogie. Et il explore vraiment le sujet dystopique, l'univers de Panem, avec beaucoup de références à la trilogie et de petits trucs qui nous font aimer au final. Dans l'ensemble, j'ai trouvé en voyant le film qu'il était vraiment bien adapté. Évidemment, comme pour tous les films adaptés, il manquait pas mal de choses, il manquait toutes les réflexions du personnage qui sont pas trop possibles d'exprimer dans un film, il manquait la complexité des relations, tout ça, mais je vais revenir à ça. Et puis ouais, de connaître un peu mieux tous les personnages, etc. Mais en soi, je trouve que l'univers était vraiment bien retranscrit. Ce que j'ai trouvé cool, c'est aussi qu'on retrouvait vraiment l'esprit des Hunger Games, des films Hunger Games d'avant, qu'on retrouvait vraiment l'ambiance générale qu'il y avait. Alors, première chose que je voudrais dire, c'est que le personnage de Snow, peut-être que dans le film, on le comprend un peu moins, mais il est vraiment tout le long un peu tiraillé entre les deux. On va voir, je vais peut-être vous lire des passages après, etc. Il est vraiment... En fait, il est assez égoïste quand même. Et malgré qu'il ait des bons fonds et qu'il veut faire des choses bien et tout, on voit qu'il manipule beaucoup les gens et que ça fait vraiment partie de lui quoi. Il veut vraiment ressembler à son père qui était quelqu'un de puissant et tout ce qui en tire. Et on voit que Snow, du début à la fin du livre, bien qu'il ait des passages où il est vraiment super, il a toujours un côté... il est toujours à la limite entre les deux, il est entre vraiment les deux parties. C'est vraiment un personnage hyper complexe et ce qui est cool dans le livre, si vous voulez lire le livre après le film, c'est que vous verrez vraiment toutes les pensées qu'il a et en fait la plupart du temps on voit que vraiment il est tiraillé entre les deux vraiment et que des fois il comprend pas trop en fait, il l'exprime pas mais dans sa tête il y a des choses qui disent non ça c'est pas possible pour moi, un peu comme s'il comprenait chaque camp, chaque côté mais que lui il savait pas quoi choisir et que voilà. Bon, on sait tous comment ça finit, mais voilà. La deuxième chose que je voudrais vous parler, c'est le personnage de Clémentia, Clémy, son petit surnom qu'il lui donne, qui, en fait, on la voit pas trop dans le film, on la voit un peu, mais pas tant. De manière générale, on connaît beaucoup moins les camarades de classe de Snow, mais dans le livre, en fait, on les connaît vraiment tous, ses affinités, etc. Leur famille aussi, parce que ça marche beaucoup par famille, telle famille puissante, etc. Et en fait le personnage de Clémy c'est vraiment la meilleure amie de Snow normalement. Donc d'ailleurs il le dit, je sais plus quand, je vais essayer de retrouver, je me suis mis des petits post-it. Je vais vous lire des passages un peu plus loin. Les grands yeux sombres de Clémentia brillaient dans la pénombre. Il ne tenait pas à la voir comme ennemie. Si la forteresse Snow était sur le point de s'écrouler, il aurait besoin de soutien. On voit à quel point c'est un manipulateur aussi. Jusqu'à l'incident des serpents, il avait considéré Clémentia comme sa meilleure amie. Elle s'était toujours bien entendue avec Tigris, qui plus est, comment réussir à l'amadouer. Donc du coup en fait Clémentia c'est vraiment la meilleure amie de Snow et ils sont souvent ensemble et ils font vraiment... C'est pas que sa partenaire de travail comme elle le dit dans le film. Et j'ai trouvé ça dommage parce que je trouvais ça cool que ce soit vraiment sa meilleure amie et qu'on voit à quel point dans ses choix qu'il fait etc. Et bah en fait il peut s'éloigner d'elle et il veut manipuler pour pouvoir la garder auprès d'elle et pas devenir son ennemie. Et donc dans le film en fait on ne sait pas trop ce qu'elle devient. On voit qu'elle se fait mordre par les serpents, qu'elle est évacuée etc. Et je me souviens plus trop ce qu'on voit après mais ce qu'on voit pas je m'en souviens bien. En fait Clémy elle se transforme après avoir été mordue par les serpents
Et je vous préviens, dans le livre c'est beaucoup plus gore que dans le film, ce qui se passe la plupart du temps. C'est encore plus sombre que le film. Elle se transforme en serpent, donc en fait le venin qu'elle a dans son corps la fait totalement se transformer. Et je vais vous lire des passages, plusieurs passages. Donc en fait après l'événement ils sont tous les deux à l'hôpital, et donc là le passage que je vais vous lire ça se passe à l'hôpital, un peu caché de la population. Quand on le réveilla dans la nuit, il supposa d'abord qu'il s'agissait d'une infirmière venue vérifier comment il allait, puis il sursauta en découvrant le visage ravagé de Clémentia penché sur lui. Le venin des serpents, à moins que ce ne soit l'antidote, faisait peler sa peau et donnait au blanc de ses yeux une couleur de jaune d'œuf. Le pire, c'était les spasmes qui l'agitaient de la tête aux pieds, lui arrachant des grimaces en lui faisant tirer la langue de manière compulsive. Elle posa ses mains tremblantes sur les siennes. « Chut !» siffla-t-elle. « Je ne devrais pas être là. Ne dis à personne que tu m'as vue. Seulement, on ne veut rien dire. Pourquoi mes parents ne me rendent-ils pas visite? Sont-ils au courant de ce qui m'est arrivé? Est-ce qu'ils me croient morte ?» Encore groggy de sommeil et sous l'effet de médicaments, Coriolanus est complètement déboussolé. « Tes parents? Mais ils sont venus, je les ai aperçus. »« Non, je n'ai vu personne, s'écria-t-elle. Il faut que je sorte d'ici, Corio. J'ai peur qu'elle débarque pour me tuer, je ne suis pas en sécurité. Ni toi ni moi ne sommes en sécurité. »« Comment ça? Qui pourrait vouloir te tuer ?» La Dr Gaulle, bien sûr. Elle lui empoigna le bras, ravivant ses brûlures. « Tu le sais bien, tu étais là. » Coriolanus essaie de se dégager. « Tu devrais retourner dans ta chambre. Tu es malade, Clémy. C'est à cause du venin, elle te fait délirer. » Et ça, tu crois que c'est du délire? Elle arracha les liens de sa blouse d'hôpital pour dévoiler sa poitrine et une épaule. Une large portion de sa peau était couverte d'écailles bleues, roses et jaunes, prenant l'apparence reptilienne des serpents qui l'avaient mordu. Il poussa une exclamation de stupeur. Et ça s'étend, ça n'arrête pas de s'étendre. Ah ouais, non, je peux vous lire la suite. Aussi, ce qui est horrible, c'est que dans le laboratoire de Dr Gaulle, il y a, vous savez, dans les Hunger Games, il y a les muets. À qui on a coupé la langue, et dans le laboratoire il y a des muets qui sont un peu tous transformés comme ça en des animaux et ils sont dans des bocaux. C'est horrible, c'est hyper gore. Bref, je vous lis un peu la suite. 2 infirmiers survinrent alors et l'entraînèrent hors de la chambre. Coriolanus demeura... Je sais pas pourquoi dans le livre c'est écrit toutes les 3 secondes Coriolanus, genre vraiment c'est insupportable à lire. Coriolanus demeura éveillé et a pensé au serpent, à la peau de sa camarade et aux muets affligés de modifications animales répugnantes enfermés dans les cages de verre du laboratoire de la Dr Gaulle. Était-ce là que Clémentia finirait? Et sinon, pourquoi ses parents n'avaient-ils pas pu lui rendre visite? Pourquoi était-il le seul à savoir ce qui s'était passé? Si Clémentia mourait, l'éliminerait-on à son tour, lui, le seul témoin? Avait-il mis Tigris en danger en lui relatant l'incident? Le cocon douillet de l'hôpital ressemblait désormais à un piège mortel en train de se resserrer autour de lui. Personne ne revint le voir avant la fin de la nuit, ce qui ne fit qu'augmenter son angoisse. Enfin, au petit matin, le docteur Wayne apparut à son chevet. « On m'a dit que Clémentia s'était introduite dans votre chambre, dit-il avec entrain. Est-ce qu'elle vous a fait peur ?»« Un peu, admit Coriolanus, avec une nonchalance de façade. Elle va se rétablir, le venin provoque toutes sortes d'effets secondaires en s'évacuant de l'organisme. Voilà pourquoi nous avons tenu ses parents à l'écart. Ils la croient en quarantaine à cause d'une grippe très contagieuse. Elle sera présentable d'ici 1 jour ou 2. Allez bavarder avec elle si vous vous sentez d'attaque. Cela lui fera sûrement plaisir. » D'accord, nanana. Il ne pouvait pas oublier ce qu'il avait vu, toutefois, à l'hôpital comme au laboratoire. À présent qu'il n'était plus sous morphine, il avait les idées plus claires. Des choses qui auraient dû le réconforter lui paraissaient suspectes, depuis les pancakes et le bacon de son petit déjeuner jusqu'à la corbeille de fruits et de sucreries envoyée par l'académie. Ok, donc voilà, on peut voir que il est arrivé vraiment une big mésaventure qui sont pas du tout mis dans le film quoi. Et tout le long du livre en fait ça y est, je vais vous lire d'autres passages où en fait Clémentia elle est là, elle assiste au jeu et elle joue quand même avec son tribut etc. Mais elle est vraiment transformée et elle essaye de le cacher au maximum. Ok, donc ça il l'avait pas revu depuis l'hôpital et là c'est le début des jeux. Coriolanus aperçut Clémentia qui récupérait son bracelet de commande et fouillait la salle du regard. À la seconde où elle le vit, elle marcha droit sur lui, manifestement furieuse. Logique. Elle avait une mine épouvantable. Le jaune de ses yeux avait viré au pollen pâle, et malgré son chemisier à col montant et à longues manches qui dissimulait la partie écailleuse de sa peau, elle continuait à dégager une impression maladive. Elle grattait machinalement les plaques sèches qu'elle avait sur le visage et sa langue qui ne dardait plus hors de sa bouche semblait constamment explorer l'intérieur de sa joue. Elle se planta devant lui, détachant des petits morceaux de peau du bout des ongles, l'œil noir. « Merci pour tes visites, Corio », lui dit-elle. « J'avais l'intention de venir, Clémy, mais tu sais, j'étais plutôt mal en... » Elle lui coupa la parole. « Merci d'avoir contacté mes parents, merci de leur avoir dit où j'étais. »
Et après, voilà. Si je me suis trompée, je m'en excuse. J'étais à peine remis moi-même. Ah bon, rétorqua Clémentia, tu avais pourtant l'air bien en forme pendant les interviews avec ta candidate. Tous les camarades s'en mêlent un peu alors qu'ils sont pas au courant de l'histoire. Et on les connaît beaucoup plus. Du coup, en fait, il y a vraiment... Chacun a vraiment un... Enfin, il y a vraiment des caractères et tout dans la classe. Des camps, des amitiés, des ennemis. C'est un peu... C'est drôle à voir, c'est un peu genre une camaraderie, mais c'est un peu horrible parce qu'ils meurent au fur et à mesure. Ils tombent vraiment comme des mouches. Donc voilà pour le personnage de Clémentia que je trouve dommage qu'ils n'ont pas plus approfondi parce que c'est vraiment sa best friend. Et il n'en parle pas trop dans le film et surtout il n'y a pas cette transformation etc. que je trouve quand même pas mal. Donc voilà, j'ai fini pour le personnage de Clémy. Ah si, j'ai encore des passages là-dessus. Ah oui, donc c'est la suite de ce que je vous ai lu tout à l'heure par rapport au fait que Clémy était considérée comme sa meilleure amie. Donc il dit comment réussir à l'amadouer. Clémentia avait une main dans son chemisier, au niveau de l'épaule qu'elle lui avait montrée à l'hôpital, celle qui s'était couverte d'écailles. Ça s'estompe, chuchota-t-il. Clémentia se raidit, depuis peu. Enfin, il paraît que je risque d'en avoir pour 1 an. C'est douloureux. C'est la première fois qu'il se posait la question. Pas vraiment, la peau me tire, elle frottaille ses écailles. C'est difficile à décrire. Enhardi par ses confidences, il se jeta à l'eau. Je suis désolée, Clémy, sincèrement pour ce qui t'est arrivé. Tu ne pouvais pas savoir ce qu'elle m'y jetait. Non, en effet. Cependant, j'aurais pu passer te voir à l'hôpital pour m'assurer que tu allais bien. Ça oui, s'écria-t-elle avant de se radoucir. Cela dit, tu avais des circonstances atténuantes. Tu avais été blessée dans l'arène. Oh, ne te fatigue pas à me chercher des excuses, répliqua-t-il en levant la main. Je suis irrécupérable, on le sait tous les deux. Elle esquissa un sourire. Presque, n'empêche, j'imagine que je te dois des remerciements pour m'avoir empêché de me donner un spectacle hier soir. Ah oui, parce qu'en fait, le soir d'avant, quand il y a eu tous les serpents dans l'arène, elle a vu les serpents à l'écran, elle a fait une crise de malade, genre elle est trauma des serpents, et du coup genre, elle était pas possible, et du coup Corio il l'a pris et il l'a genre calmée dans un coin, pour pas qu'elle fasse genre une crise devant tout le monde, devant les caméras et tout. Parce qu'en voyant les trucs dans l'arène, ça l'a devenue folle quoi. J'ai fait ça, je me souviens juste de m'être cramponnée à toi. Pas forcément pour me cacher derrière toi, hein, mais je sais que je t'ai serré très fort. Elle rit doucement avant de devenir sérieuse. Je n'aurais pas dû réagir aussi mal, je suis désolée, j'avais peur. Il y avait de quoi, je regrette que tu aies dû assister à cette scène macabre. Oh, je crois que ça m'a fait du bien. Je me sens mieux, avoue-t-elle. Tu me trouves horrible ? Non, je te trouve très courageuse. Ainsi donc, leur amitié fut timidement relancée. Ils se partagèrent un reste de tourte au fromage que Coriolanus avait dans son sac, parlant de choses et d'autres, évoquant même la possibilité d'encourager une entente entre Reaper et Lucy Gray. Donc voilà, il y a une big crise de leur amitié, mais au final ils redeviennent plutôt bonne entente. Encore une fois, on ne sait pas si Corio le fait parce qu'il aime vraiment bien Clémentia ou si parce que il veut manipuler pour pas l'avoir contre lui. Le troisième point que je voulais voir avec vous, c'est la musique de Lucy Gray. Donc les musiques que j'ai trouvées vraiment très bien reproduites dans le film, toutes les scènes, donc quand elle chante à l'interview, d'ailleurs à l'interview on ne sait pas d'où vient la guitare parce qu'elle lui dit je chante à condition que tu me trouves une guitare et peut-être que j'arriverai à chanter. Et dans le film comme par magie il y a une guitare, mais en vrai dans le livre j'ai pas trop le passage, mais il y a toute une histoire où il essaie de trouver une guitare, un ancien ami de son père, etc. On voit encore de nouveaux personnages. Donc franchement, si vous avez vu le film et que vous voulez en savoir plus, franchement lisez le livre parce que je vais pas tout vous lire quoi. Je trouve que toutes les scènes sont plutôt bien reproduites pour les musiques de Lucy Gray. Mais il y a un truc qui n'est pas dit dans le film, c'est le fait que la musique L'arbre du pendu, elle n'est pas du tout écrite pour Snow. C'est pas, je pense que beaucoup l'ont compris en mode Lucy Gray donne rendez-vous à Snow à minuit à l'arbre du pendu. Ce n'est pas pour lui. Et je vais vous lire le passage. Dans le livre, Lucy Gray, elle le chantonne une première fois dans les prés, comme dans le film d'ailleurs. Donc il l'entend une première fois, etc. Je crois qu'il lui en parle pas trop. Et ensuite dans le livre, en fait, les Covey, ils font un concert pour tous les pacificateurs. Donc ils font un concert devant les pacificateurs, devant le chef et tout des pacificateurs. Vraiment pour eux, je sais plus pour quelle occasion, mais il y a quelque chose, je sais plus pour ce que c'est. Et elle va chanter cette musique. Et donc je vais vous lire les pensées. Donc on voit les chants de Lucy qui sont
écrits en italique comme ça. Des fois je me souviens j'avais un peu la flemme de les lire dans le livre parce que lire une musique c'est pas fou comme t'as pas la... Bon celle-là pour le coup j'avais la mélodie vu qu'on l'entend dans les autres films, mais les autres musiques parfois c'est un peu long. Je vous lis et je vous évite les paroles de la musique. Elle posa brièvement la main sur sa poche, puis elle entama la chanson sur laquelle elle travaillait lorsqu'il l'avait surprise dans le pré. Donc ce qu'on voit dans le film. Et donc là il y a les premières paroles, veux-tu, au grand arbre me trouver, là où ils sont lynchés, leur triple meurtrier, nanana nanana. Il dit l'arbre du pendu, l'endroit où elle avait l'habitude de retrouver Billy Taupe. C'était là qu'elle lui donnait rendez-vous. Donc Billy Taupe, c'est l'ex-petite amie de Lucy Gray. C'est celui qui essaye d'aller sur scène, c'est celui qui se fait tuer, c'est celui qui est avec la fille du maire qui envoie Lucy Gray au jeu, donc bien détestée, etc. Donc c'est cette personne. Il faisait partie des Covey avant et voilà, on en a un peu plus sur lui dans le livre. Pas énormément, en vrai, on en sait un peu plus, mais pas tellement plus que le film. Donc ensuite on a la suite de la musique, où le mort a crié à sa belle défilée, des choses y sont vues, nanana, et il dit, en gros, là, dans ces pensées-là, en fait, ils ont prévu de partir ensemble. Il aurait préféré la retrouver n'importe où sauf là, mais il devait convenir que cela paraissait plus sûr que d'aller chez elle. Un dimanche matin, il ne risquait pas d'y croiser grand monde. Et puis Billy Taupe appartenait désormais au passé. Il reprit son souffle. Elle avait dû écrire d'autres couplets. Donc, en chantant cette musique devant tout le monde, elle lui donne en même temps rendez-vous. Donc, cette musique n'est pas écrite pour lui, mais là, pour le coup, c'est pour lui faire passer un message à lui. Veux-tu au grand arbre me trouver, nanana, et partir avec moi comme je te l'ai demandé. Te revoir à minuit à l'arbre du pendu. De qui parlait-elle exactement? De Billy Taupe qui lui avait proposé de partir avec lui, ou bien de Coriolanus? Ensuite, il y a la suite encore. Veux-tu au grand arbre me trouver, mettre un collier de corde et pendre à mes côtés. Des choses étranges s'y sont vues. Moi j'aurais aimé te revoir à minuit à l'arbre du pendu. À présent, il comprenait. Dans la chanson, c'était Billy Taupe qui parlait et il s'adressait à Lucy Gray. Il avait assisté à la pendaison d'Arlo, entendu les oiseaux reprendre son dernier cri, supplié Lucy Gray de partir avec lui, et voyant qu'elle le rejetait, souhaitait l'avoir pendue avec lui plutôt que de la savoir heureuse sans lui. Coriolanus espérait que ce serait la dernière chanson sur Billy Taupe. Que restait-il à en dire de toute façon? Tout compte fait, cela n'avait pas d'importance. C'était peut-être une chanson sur lui, mais c'était à Coriolanus qu'elle la chantait. La neige se pose toujours au sommet. Et après cette musique, elle se fait interdire d'être chantée. Donc voilà, c'était juste pour remettre un peu le contexte de cette musique. Et donc je comprends encore plus, genre, Snow après comme il doit être saoulé de l'entendre dans la voix de Katniss et de tout le monde en fait. Genre ça doit être horrible. Enfin genre... il me fait un peu de la peine, mais non en vrai. Pas du tout, il me fait pas de la peine. En gros c'est... Dans la musique, c'est Billy Taupe qui parle à Lucy Gray, qui apparemment lui avait proposé de s'enfuir, comme Lucy Gray propose de s'enfuir à Corio. Ah oui, et aussi en fait on en sait beaucoup plus sur les Covey parce que là on connaît pas trop, à part la petite qu'on voit un peu, on voit beaucoup plus chaque musicien, chaque personnage, leur maison aussi parce qu'il va chez eux, il va voir Lucy Gray qui traite la chèvre et tout, enfin, on voit beaucoup plus de petits trucs aussi. Là on voit pas du tout où ils habitent. Et aussi c'est à ce moment là quand il est chez Lucy Gray qu'il voit Sejanus qui dessine le plan de la base à Billy Taupe justement. Enfin bref, je vous raconte trop de détails mais en fait c'est plein de petits trucs qu'il y a dans le livre et qui font qu'on sait beaucoup plus de trucs quoi. Vraiment je vous encourage à lire, il est vraiment trop bien, il m'a bouleversée, même si au début j'ai grave eu du mal à m'y mettre. Parce que la première partie est quand même... en fait la première partie comparée à dans le film où direct ça parle des jeux et tout, on voit surtout... justement les camarades de classe, on apprend à connaître un peu les familles, qui est comment, qui est quoi. C'est un peu vraiment une mise en place, plus que dans le film où la première partie elle est quand même assez écourtée je pense. Je suis un peu dans le désordre, je suis désolée mais en gros une autre chose que je voulais dire c'était que en fait c'est un peu ce que je vous disais juste avant et c'est ce que je vous ai déjà dit, les relations elles sont tellement plus complexes dans le livre. Les relations entre Lucy Gray et Snow parce qu'en fait dans le film on dirait un peu que c'est un coup de foudre etc alors qu'en fait pas trop. En fait c'est pas tant un coup de foudre, il se pose plein de questions et au début c'est surtout pour lui qu'il le fait en fait, il fait genre que c'est pour elle mais c'est vraiment beaucoup pour lui
c'est beaucoup moins un coup de foudre que dans le film. Et puis c'est plus long, enfin le temps dure plus longtemps dans le livre et du coup ils apprennent vraiment à se connaître. Même après quand il est dans le district 12, genre il y a du temps avant qu'ils se revoient vraiment, qu'ils parlent, etc. Genre c'est un peu, ils savent pas trop où ils en sont. C'est pas genre elle la voit sur scène et bam, genre ouah je suis trop contente de te revoir. C'est un peu plus complexe quoi, logique. Ils pouvaient pas faire tout ça en un si petit film de 2h30. Ensuite je voulais parler d'un petit détail qu'il y a aussi, c'est l'attachement de Lucy Gray au serpent. En fait dans le film on le voit surtout juste au début en fait. Quand elle croit quand elle dit calmer le serpent avec sa musique. Et en fait, il n'y a pas que là qu'elle manipule les serpents. En gros, après il y a aussi le serpent de la fin avec Snow quand il se fait mordre, etc. Mais elle a aussi un serpent dans l'arène à un moment, avant qu'il y ait tous les serpents multicolores du docteur qui tombent. Elle a un serpent, donc on sait pas si elle l'a avec elle dans sa robe et tout. Elle a plein de trucs, elle cache plein de trucs dans ses poches dans sa robe, hein. Vraiment. Je crois qu'elle a même de la nourriture et tout, mais qu'on sait pas dans le film. Et ben bref, elle a un serpent et à un moment elle le met sur un des tribus. Elle fait genre de s'écraser un peu contre lui, de lui faire un genre de hug et en même temps elle lui met le serpent dans le dos. Et sauf que le tribu, je sais plus qui c'est un des forts et tout, il déglingue le serpent. Mais comme quoi en fait elle est vraiment attachée au serpent, enfin elle a vraiment un vrai feeling avec les serpents et elle sait quel serpent et comment et qui fait quoi et voilà. Donc c'est pas qu'une fois comme ça elle a mis un serpent dans le dos de la meuf quoi. C'est un truc genre qu'elle sait qu'elle aime vraiment genre. Et ensuite je voulais vous parler de Sejanus. Sejanus qui est plutôt en vrai bien fait dans le film. L'histoire est assez similaire au livre, etc. Après, il y a juste un truc qu'ils ont pas mis, c'est que Sejanus, il est tellement mal au début de faire ça et de connaître son tribu, etc. Il est tellement mal de ça qu'il veut échanger avec Lucy Gray. Je vais vous lire le passage. En fait, il demande à Coriolis s'il veut bien échanger de tribu, parce que pour lui, c'est genre insoutenable dès le début. Ce que je comprends, parce que vraiment il le connaissait, c'était un mec de sa classe, c'était un mec qui l'avait aidé une fois quand il s'était fait mal, etc. Il ressentit une nouvelle bouffée d'amertume à l'idée que c'était un Plint qui avait obtenu le meilleur tribut. Et les jérémiades de Sejanus commençaient à le fatiguer. « Tu as eu de la chance de l'avoir, ajouta-t-il. Le visage de Sejanus s'éclaira un peu. « Vraiment, prends-le, je te le donne. »« Tu n'es pas sérieux, dit Coriolanus. »« Si, je t'assure, » se releva d'un bond. « Prends-le, moi je prendrai Lucy Gray. Ce sera horrible quand même, moins toutefois car ce n'est pas quelqu'un que je connais. Le public l'aime bien, mais à quoi cela lui servira-t-il dans l'arène? Elle n'a aucune chance de le battre. Échangeons nos tribus. Je pourrais remporter les jeux, te couvrir de gloire. S'il te plaît, Coriolanus, je ne l'oublierai jamais. Pendant une fraction de seconde, Coriolanus s'y vit déjà. Il savourait le frisson de la victoire, les acclamations de la foule. S'il pouvait faire de Lucy Gray une candidate avec laquelle on devait compter, que n'accomplirait-il pas avec un colosse comme Marcus? Car il fallait bien l'avouer, Lucy Gray n'avait aucune chance. Il posait le regard sur elle, tassé dans son coin contre le barreau. Dans l'éclairage diffus, sa singularité s'estompait, et il ne restait d'elle qu'une pauvre créature meurtrie comme les autres. À peine de taille à se mesurer avec ses adversaires. Et sûrement pas au garçon. L'idée qu'elle puisse l'emporter contre Marcus était risible. Cela revenait à faire s'affronter un oiseau chanteur contre un grizzly. Il ouvrit la bouche pour dire marché conclu, et se ravisa. Gagner avec Marcus n'aurait rien d'une victoire. Cela ne demanderait ni réflexion, ni talent, ni même de chance. Gagner avec Lucy Gray, si improbable cela fût-il, serait un exploit historique. Et puis, qu'est-ce qui importait le plus au fond? Remporter la victoire ou gagner la faveur du public? Grâce à lui, Lucy Gray était devenue la star des jeux, une participante qui marquerait la mémoire de tous, quel que soit le vainqueur. Il se revit main dans la main avec elle dans la cage face au monde entier. Ils formaient une équipe. Voilà, en gros il se voit mal lui expliquer qu'il avait échangé contre Marcus. Et surtout, là il le dit, ou pire encore, l'expliquer au public. Comme bien sûr, il est surtout sur l'attention que les autres portent à lui. Et à la fin il dit « Désolé mon ami », dit-il d'une voix neutre, « je la garde ». Oui, parce qu'il dit « Je veux pas aussi qu'on la considère comme une punition, etc. » En fait on voit vraiment les deux côtés quoi. En même temps c'est un manipulateur qui veut la gloire, la victoire, etc. Mais en même temps...
bah il est un peu attaché à Lucy Gray, voilà. Et puis voilà, donc c'est Janus, bah, c'est quelqu'un de super quoi. Non, c'est Janus, vraiment j'ai bien aimé comme ils ont fait son personnage au cinéma. Et il y a juste un truc, c'est que en vrai ça dure plus longtemps la troisième partie parce que déjà pendant 2 semaines il est tout seul Coriolanus et ensuite c'est Janus le rejoint par surprise et c'est Janus, il a tout le temps plein de colis qui viennent avec plein de trucs à manger et tout, enfin bref, c'est un peu le riche du district 12 quoi. Et enfin je voulais vous parler d'une scène très gore. En fait je suis pas du tout dans l'ordre chronologique, je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça, c'est juste les idées qui me sont venues au fur et à mesure. C'est une scène où des tribus morts sont traînées dans la rue pendant l'enterrement de Arachne Crane, je crois qu'elle s'appelle comme ça. C'est celle qui se fait au zoo trancher la gorge. Je vais vous lire le passage, je me souviens plus très bien, je me souviens plus comment ça se passe et tout. Après je sais que aussi dans le livre on connaît plus les tribus, on connaît plus qui est attribué à qui et tout, quel camarade va avec quelle tribu. Donc c'est un peu compliqué à comprendre quand on sait pas trop, mais je vais lire le passage. Donc... Ah c'est là. Donc on demande d'ailleurs à Coriolanus de chanter l'hymne de Panem devant tout le monde pendant cet enterrement. Super. Donc la cloche de l'académie sonna 9h. La foule se tut, Coriolanus se leva et s'avança jusqu'au podium. Satyria lui avait promis un accompagnement, mais le silence se prolongea si longtemps qu'il prit une grande inspiration, prêt à chanter a cappella. Alors une musique aigrelette retentit dans les haut-parleurs, lui offrant 16 mesures d'introduction. Cœur de Panem, ville glorieuse, tu brilles pour l'éternité. Ensuite il chante, nanana. Et donc là on a un discours du président. Avant-hier, la jeune Arachne Crane a perdu la vie et nous sommes réunis aujourd'hui pour pleurer une nouvelle victime de la rébellion criminelle qui continue de nous harceler, déclara-t-il. Sa mort a été aussi courageuse que celle de nos soldats sur le champ de bataille et sa perte est plus douloureuse encore car nous sommes censés être en paix. Hélas, la paix ne sera jamais totale aussi longtemps que cette maladie continuera de ronger tout ce qui est noble et bon dans notre pays. En ce jour de deuil, nous honorons son sacrifice en gardant présent à l'esprit que si le mal existe, il ne saurait triompher. Et une fois de plus, nous sommes témoins de la justice et de notre bien-aimé Capitole. Les tambours se mirent à battre lentement et la foule se tourna quand la procession déboucha au coin de la rue. Moins imposante que le Corso, la rue des Écoliers était cependant assez large pour accueillir la garde d'honneur des pacificateurs épaule contre épaule, en 20 colonnes de 40 hommes qui avançaient au pas. Et c'est là le passage horrible. Coriolanus s'était demandé pourquoi on voulait informer les districts qu'un de leurs tribus avait tué une fille du Capitole. À présent, il en comprenait la raison. Derrière les pacificateurs venait un long camion. Le corps criblé de balles de brandy, la fille du 10 pendait au bout du crochet d'une grue fixée dessus. Les 23 autres tribus, crasses faméliques, étaient enchaînées à ses pieds. La longueur de leur chaîne ne leur permettait pas de se lever. Ils étaient obligés de se tenir accroupis sur le plateau de métal, nus. C'était une occasion de plus de rappeler au district qu'ils n'étaient pas les plus forts, que toute résistance de leur part entraînerait une riposte immédiate. Il vit Lucy Gray tenter de s'accrocher au dernier lambeau de sa dignité, assise le dos aussi raide que possible, regardant droit devant elle sans prêter attention au cadavre qui se balançait au-dessus de sa tête. Mais c'était peine perdue. La crasse, les fers, cette exhibition publique, cela faisait trop à surmonter. Il tâcha d'imaginer comment il réagirait dans les mêmes circonstances, puis se rendit compte que c'était sans doute ce que Sejanus était en train de faire, et chassa cette pensée. Un autre bataillon de pacificateurs apparut, précédant un attelage de 4 chevaux. Orné de guirlandes, ceux-ci tiraient un splendide corbillard sur lequel trônait un cercueil blanc croulant sous les fleurs. Les Crane suivaient dans une carriole attelée, au moins avait-il la décence de paraître gêné. Donc voilà, nanana. Ensuite la Dr Gaulle fait un discours. Il dit c'était une erreur de l'autoriser à prendre la parole dans un moment pareil, nanana, nanana. Vieille folle, tata. Et elle dit, Arachne Crane, nous citoyens de Panem, jurons que tu ne seras pas morte en vain. Quand l'un des nôtres est frappé dans sa chair, nous ripostons 2 fois plus fort. Les Hunger Games se poursuivront avec plus d'énergie et d'engagement que jamais, et nous ajouterons ton nom à la liste longue des innocents tombés pour défendre ce pays juste et vertueux. Tes amis, ta famille et l'ensemble des citoyens te saluent et dédient la 10e édition des Hunger Games à ta mémoire. Ainsi donc cette grande bouche d'Arachné avait donné sa vie pour son pays. Tu parles, elle l'a donné pour faire enrager un tribut avec un sandwich, je pense à Coriolanus. On devrait inscrire sur sa tombe, morte pour une mauvaise blague. Donc voilà, passage horrible. Et c'est
comme ça que commencent les jeux. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Surtout, n'hésitez pas à lire le livre. Franchement, si vous avez vu le film, ça vaut quand même le coup parce qu'il y a tellement de détails, de petites choses. Là, j'ai pas du tout pu tout vous dire, j'ai dit un peu les plus gros trucs, les anecdotes cool à savoir, etc. Mais franchement, lisez-le, genre, il est cool. Et moi, il m'a trop, genre, bouleversée plus que le film. Mais le film est très bien et j'ai hâte de pouvoir le revoir en vrai. Donc voilà, je vous laisse sur ce livre. N'hésitez pas à lire, lisez-le, achetez-le, il est top. Et puis on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bisous.